Donc, bonjour à tous, vous m'entendez tous? Oui. Donc je me présente, Romain Debref, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Et je vous présente... Voilà. Mélissa Boud, je suis assistante de recherche ici à Neoma Business School et je travaille, donc on a travaillé ensemble sur un projet européen sur l'innovation sociale qu'on va vous présenter. Voilà, donc tout d'abord nous aimerions vous remercier pour l'organisation et nous avoir proposé de venir aujourd'hui. Voilà, donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter le sujet suivant, une question qu'on s'est posée il y a 2 ans. En réalité, que devons-nous retenir du processus d'innovation sociale au sein de l'Union européenne? Alors, pour commencer, on va décomposer notre présentation en 3 temps. D'abord, on va vous présenter donc l'innovation, on va comparer légèrement avec quelles sont les grandes différences avec l'innovation sociale, donc ce sera le premier temps. Dans un deuxième temps, on vous présentera le projet européen intégrant l'ensemble des méthodologies, l'ensemble des ressources utilisées. Et enfin, dans un troisième temps, nous vous présenterons les résultats et les pistes de réflexion. Donc avant de commencer sur l'innovation sociale, il faut que ce soit clair au niveau de ce qu'est l'innovation. Et l'innovation, d'après la théorie économique, je prends une définition, on va dire, standard sur l'innovation en général, en fait c'est Joseph Alois Schumpeter, au cours des années 1930, qui nous propose une définition qui va nourrir au fur et à mesure du temps les théories de l'innovation, management de l'innovation. Schumpeter considère qu'une innovation standard, ce qui est le plus simple, c'est toute tentative de faire les choses différemment dans le domaine de la vie économique, devrait être considérée comme une innovation susceptible de fournir un avantage temporaire et des profits à une firme. Donc, tout simplement ici, il y a 2 éléments à retenir. C'est qu'une innovation change en profondeur la société et cela repose sur des incitations qui sont celles du profit dont va bénéficier la firme et l'entrepreneur. L'innovation, elle n'émerge pas comme ça. L'innovation repose sur un processus où, dans un premier temps, il va falloir que l'entrepreneur, l'inventeur, s'imagine une situation et invente, crée un prototype. Bien évidemment, un prototype n'a pas forcément de valeur économique au départ. C'est la raison pour laquelle l'entrepreneur va prendre l'innovation et va proposer sa découverte sur un marché. Et ce sont les consommateurs et le marché, les concurrents, qui vont se l'approprier, l'accepter ou la rejeter. Ensuite, dans une dernière étape, cette innovation devient par exemple si populaire, tellement acceptée, qu'elle se diffuse au fur et à mesure du temps jusqu'à modifier en profondeur nos modes de vie. Ce processus d'innovation, concernant toutes les innovations standards d'après Schumpeter, on peut la différencier en différentes familles, puisque ce processus peut s'appliquer à différentes formes d'innovation. Donc Schumpeter toujours identifie 5 familles. D'abord, une innovation peut prendre la forme d'un nouveau produit, mais également d'une nouvelle matière première. Elle peut également prendre la forme d'un nouveau procédé, une nouvelle méthode, mais aussi peut prendre la forme d'une nouvelle organisation et même de nouveaux débouchés, c'est-à-dire de nouveaux types d'emplois, de nouveaux produits, de création de nouveaux marchés. Si on compare à présent les objectifs de l'innovation standard avec l'innovation sociale, on va se rendre compte qu'il va y avoir un léger changement, voire même un grand changement, puisque si on prend une définition de notre communauté scientifique de l'innovation sociale, on constate que l'innovation sociale, c'est une réponse nouvelle à une situation sociale jugée insatisfaisante. Elle vise le mieux-être de la collectivité ou de l'individu, ou réfère aux changements qui mènent à une meilleure inclusion des groupes et à des individus les plus exclus de la société dans différents domaines, à différentes échelles. Donc vous voyez que là, la définition est beaucoup plus large et beaucoup plus recentrée, puisqu'ici, il n'est plus question de profit, on ne se focalise plus forcément sur l'entrepreneur. Ici, on veut intégrer directement les personnes touchées par les enjeux sociaux, on veut les intégrer dans le processus, dans le but d'améliorer la société, donner un côté un peu positif. Si à présent, on vous donne une définition institutionnelle, donc une définition proposée par la Commission européenne. On va voir que la définition est un peu plus large. On va mettre un peu tout et n'importe quoi, puisque l'innovation sociale ici consiste à élaborer de nouveaux projets, des services et modèles afin de mieux répondre aux questions sociales. Ici, les citoyens, les partenaires du secteur privé, notamment la société civile, sont invités à apporter leur contribution pour améliorer les services sociaux. Alors,
d'un côté, au niveau de la définition académique, on se rend compte que les acteurs, les agents peuvent se réunir pour changer la société. Alors d'un autre côté, c'est un peu plus orienté vers compléter les services sociaux déjà existants. Donc sous-entendu, ça peut être une défaillance des pouvoirs publics, par exemple. Dès lors, après avoir présenté l'ensemble de ces définitions, après avoir différencié ce qu'est l'innovation standard et l'innovation sociale, on va vous présenter dans un deuxième temps la manière dont on a analysé le processus à partir d'une méthodologie, à partir de faits, à partir d'informations. Je vais vous présenter un petit peu le projet européen, donc SIMPACT, qu'on est encore en train de mener, qui se terminera donc en janvier 2017. Donc c'est un projet dit projet cadre, 7e PCRD, qui a débuté en 2014, qui dure donc 3 ans. On travaille donc avec 12 partenaires et c'est un projet qui est piloté par une équipe de chercheurs allemands. Donc voilà, nous, l'année dernière, on était au plus fort de notre participation à ce projet. Donc on était une équipe de 4 professeurs, une coordinatrice administrative, donc une assistante de recherche, moi-même, et puis Romain, postdoctorant, qui nous a rejoints pour nous prêter main forte. Donc en fait, ce projet européen, son objectif, c'est de définir déjà de façon un petit peu plus précise ce qu'est l'innovation sociale, parce qu'on entend de plus en plus parler, mais finalement, derrière, c'est toujours très flou, on peut mettre tout et n'importe quoi. Donc c'était déjà définir ce qu'est l'innovation sociale, voir sur le terrain comment ça se passait et essayer de développer des outils pour aider notamment les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs de la société civile à développer ces innovations sociales. Donc un projet européen, ça se divise en ce qu'on appelle des work packages, des WP. Donc il y en avait 8 qui se divisaient en 4 axes en fait. Donc un premier axe destiné à améliorer la conception théorique, un deuxième axe dédié à la collecte de données vraiment sur le terrain, un troisième axe dédié à la conceptualisation. Une fois qu'on a collecté les données, on va améliorer justement le corpus théorique. Et puis un dernier axe sur le développement justement de ces outils au service des innovations sociales, des innovateurs sociaux. Donc nous, à Neoma, on s'est beaucoup impliqué sur le premier work package, donc sur la dimension théorique, et sur le work package 3, donc sur la récolte de données. Donc on est allé rencontrer ces innovateurs sociaux un petit peu partout en Europe, et puis on a essayé de comprendre ce qui les freinait dans leur développement et sur quoi ils s'appuyaient. Donc c'est un petit peu tout ce chemin-là qu'on va vous expliquer. Donc après ce qu'on appelle la revue de littérature, on a distingué 3 axes fondamentaux qui nous permettent de comprendre l'innovation sociale. Donc les composants, dont font partie donc les acteurs, les ressources, mais aussi les institutions. Je vais vous expliquer un petit peu le rapport un petit peu ambivalent qu'il peut y avoir entre les institutions et les innovateurs sociaux, justement. Les objectifs, qui peuvent être de divers ordres, et justement, il y a on va voir des arbitrages qui sont à faire. Donc des objectifs à la fois économiques, sociaux, parfois aussi politiques. Et enfin, des principes de fonctionnement. Donc on s'est intéressé ici surtout à l'efficacité, l'efficience et les modes de gouvernance. Donc tout ça est forcément, comme le schéma le montre, interrelié. Et on a dû, pour chacune de ces dimensions, se poser à peu près des grandes questions. C'est ce que ce tableau synthétise un petit peu, mais on avait des pages et des pages de questions qu'on se posait à chaque fois pour chaque cas, donc pour chaque axe. Et bien sûr, à la fin, se poser les questions aussi des barrières à éviter et des leviers à actionner pour favoriser le développement de ces innovations sociales. Donc bien sûr, les enjeux de l'Union... Non, vas-y. C'est en fait, les projets européens, ils sont commandés, entre guillemets, mais c'est vraiment quand même une commande de la Commission européenne. Donc on est assez cadré. Donc pour mener cette étude, on a identifié... la commande de l'Union européenne était de s'axer sur 4 enjeux.
Donc l'emploi, la démographie, donc les jeunes et le vieillissement de la population, surtout en Europe, les flux d'immigration et l'intégration de ces personnes immigrées. Et ensuite une catégorie un peu hybride qui mélangeait le genre, l'éducation et la pauvreté au sens plus large. Donc voilà, ça c'était les 4 enjeux qu'on devait étudier. Oui, le genre, c'est aussi un truc transversal qui est noyé un peu partout dans les projets. Vous voyez bien, la demande est très large en fait. Et donc on a divisé aussi, pour étudier de façon un peu rigoureuse, l'innovation sociale au sein de l'Union européenne au sens large en 5 zones géographiques qui correspondent en fait à des modèles d'État-providence, donc les pays anglo-saxons, une zone continentale qui comprend la France, la Belgique, les Pays-Bas, les pays scandinaves, les pays méditerranéens et les pays de l'Est, pour lesquels on a dû mettre en place aussi une méthodologie un peu particulière parce qu'on manquait d'accès aux données, notamment secondaires. Il y a très peu de diffusion en fait. Il y a très peu de communication en fait par manque de moyens essentiellement. Donc je passe un peu rapidement sur l'analyse des données. Ça c'était notre Work Package 3. Nous on a été beaucoup impliqués sur la réalisation de ce qu'on a appelé des cartes d'identité d'innovation sociale. Donc là c'est aller notamment sur internet, voir ce que font les gens. Donc il y a forcément ici un petit peu un biais. C'est pour ça qu'on a fait appel à une autre méthodologie pour les pays de l'Est, parce que forcément, encore faut-il que les innovateurs sociaux diffusent sur Internet ce qu'ils font. Donc c'était des cartes d'identité assez synthétiques, donc on en a réalisé 94 à travers l'Europe. Ensuite, il y avait une seconde étape de monographies qui sont finalement des histoires, on retraçait l'histoire de ces innovations sociales en allant rencontrer ces innovateurs sociaux. Donc on est allé avec Romain notamment en Espagne, on a rencontré un certain nombre aussi en France. Et puis nos partenaires nous envoyaient, eux, leurs données des autres zones européennes. Donc on avait ce premier support, donc ces cartes d'identité, ces monographies, et on avait des collègues qui réalisaient derrière des business models, qui retraçaient le business model qui sous-tendait ces innovations sociales. Donc notre travail ensuite, ça a été d'agréger un petit peu tout ça et de procéder à ce qu'on appelle une méta-analyse, une analyse d'abord comparative, puis une méta-analyse. Il y a les contraintes méthodologiques. Ah oui. Je viens rapidement évoquer, mais c'est forcément assez compliqué. On devait s'intéresser à l'ensemble de l'Union européenne. On était une équipe de 12 institutions de recherche. Et forcément, quand le projet qu'on propose noir sur blanc sur le papier à la Commission européenne et ensuite quand on va sur le terrain, on s'aperçoit que on ne peut pas faire exactement comme on avait prévu. Donc forcément, il y a des contraintes qui évoluent aussi dans le temps. On est restreint en termes de temps parce que forcément, il y a plusieurs étapes. Donc nos collègues attendent un certain nombre d'informations. Donc tout ça, c'est des contraintes qui viennent s'ajouter. On a dû aussi essayer le plus possible de constituer un échantillon, disons, à peu près homogène. C'est pas toujours évident. Il y a des pays où il y a une forte culture, je pense notamment aux anglo-saxons, de la communication autour de l'innovation sociale, de la forte mobilisation de ce terme, et d'autres qui ne vont pas du tout employer ce terme. Donc c'est à nous aussi d'aller creuser et de se dire finalement si ça c'est une innovation sociale, même si ils ne mettent pas l'étiquette innovation sociale. Et donc oui, la qualité des données ensuite nous a obligés à les trier. Donc comment les a triés au fait ? Du coup, c'était vraiment par accès à l'information. Donc forcément, ça crée de nouveau un certain biais. Donc il faut toujours un peu relativiser les résultats. Et puis en même temps, il fallait également gérer les entretiens, puisque d'une part, on avait les cartes d'identité à réaliser, donc basées sur, comme disait Mélissa, sur des données secondaires, sélectionner les meilleurs cas de manière à faire des entretiens. Mais il fallait également trouver le temps pour trouver les collaborateurs, les gens à travers l'Europe qui nous acceptaient de discuter avec nous. Et également pour les monographies, c'est bien cela. On ne s'entretenait pas uniquement avec une seule personne. Notre objectif, c'était de s'entretenir avec 5 personnes de chaque projet et comprendre le réseautage. Et cela, c'est un sacré challenge dans l'espace de 6 mois.
Donc, voilà, on va dire 1 an maximum, avec les ID cards, les cartes d'identité, les monographies et les business models. On a eu 1 an pour faire tout ça. Donc à présent, après avoir une méthodologie, on va dire, robuste, venons-en aux résultats. Ce qui nous intéresse tous aujourd'hui. Et l'objectif là, ce que je vais vous montrer, c'est une photographie des innovations sociales. Une photographie des innovations sociales. Et ensuite, on vous déroulera le film, on vous expliquera comment on est passé de la photo à la dynamique, à l'action. Donc en regroupant les 94 cas, et en les triant par degré de qualité, on a réussi à, donc comme je vous disais tout à l'heure, à photographier, à identifier une typologie d'innovation sociale qui renvoie un petit peu à ce qu'on avait vu par rapport à l'innovation standard en termes de produits, de procédés, d'organisation. Et on a constaté qu'il existait d'autres formes d'innovation à l'intérieur d'autres formes d'innovation avec un double effet. Il y avait une innovation sociale qui bénéficiait d'une part à ceux qui étaient exclus par la société, donc les bénéficiaires rentrant dans le système d'innovation sont les premiers visés, donc ce sont eux qui bénéficient des avantages, mais en même temps ces personnes restituent quelque chose à la société. Donc il y a un double effet, et qui n'est pas forcément au départ fondé sur la quête du profit. D'abord, on identifiait par rapport à l'ensemble de nos cas une forme d'innovation sociale qui se focalise spécifiquement sur les produits. Alors les effets pour les bénéficiaires sont les suivants. On a constaté que les produits avaient une dimension sémiotique, donc qui renvoyait à un groupe, à une identité, et renvoyant également à des valeurs communautaires. Donc ça pouvait être par exemple des dames dans les pays de l'Est provenant de la communauté rome qui décidaient de mieux se faire connaître et qui faisaient des vêtements traditionnels et qui les vendaient. Vous avez également d'autres initiatives, toujours dans la conception de produits, qui est celle de développer des produits de seconde main, de rénover. Et cela permettait de donner confiance aux personnes exclues par la société et en même temps de vendre des produits moins chers et de qualité et de bonne qualité. Donc j'ai pris l'exemple des livres faits main, donc il a fait des bouquins, les gens expliquent leur vie, et puis des vêtements traditionnels. Ensuite, on a de nouveaux services et procédés. En l'occurrence, on s'est rendu compte que les bénéficiaires, intégrés dans des innovations fondées sur les services et procédés, bénéficiaient d'entraide, s'écoutaient, et l'objectif était d'accroître le capital social. Et généralement, quand les personnes étaient exclues et bénéficiaient de ces services, généralement, ce qui était restitué, c'était des services à la personne, des services assez basiques, par exemple pour faire du ménage. Donc un exemple, vous êtes immigré, vous ne maîtrisez pas bien la langue, vous venez dans un pays, vous apprenez la langue, vous discutez avec des personnes qui peuvent vous apprendre des choses sur la culture locale. Et puis généralement, une fois que vous êtes rétabli, vous êtes au même niveau que tout le monde, vous pouvez chercher un travail. Malheureusement, on s'est rendu compte que le travail final il n'y avait pas véritablement une autre valeur ajoutée. En termes de nouvelle organisation, eh bien, les personnes exclues se retrouvaient dans un groupe, prenaient des initiatives et créaient des ateliers, organisaient des conférences, discutaient ensemble sous forme de réunions de prévention. Et ce type d'activité permettent aux gens qui ne sont pas confrontés aux enjeux sociaux de mieux connaître la situation dans laquelle les bénéficiaires sont. Par exemple, les femmes battues, eh bien, elles discutent entre elles des difficultés, elles essayent d'avoir confiance, de trouver des solutions, mais en même temps, les gens qui ne connaissent pas les problèmes peuvent être invités et peuvent discuter avec celles-ci. Donc on a un autre élément qui est la communauté et le développement de réseaux, élément assez important, donc qui transcende en fait tant les bénéficiaires que les utilisateurs de la société, ceux qui ne sont pas confrontés aux problèmes. En fait, une communauté qui se constitue autour d'un groupe, de règles, des personnes qui partagent une vision commune et qui développent parfois même des projets intergénérationnels entre les jeunes et les personnes âgées. Et cela permet de développer de l'entraide, toujours des montages de projets et le respect de l'un et l'autre. Donc au moins, tout le monde est averti sur les problèmes et chacun peut s'entraider d'après ce que nous avons constaté. Une autre forme d'innovation, donc plutôt fondée sur les valeurs, c'est celle du développement de la perception des problèmes et l'amélioration de l'image. Alors, l'image de soi pour les bénéficiaires, donc il y a des personnes qui ont plus confiance en eux,
Et cela permet également à ceux qui ne sont pas confrontés au problème de mieux connaître les enjeux auxquels les autres sont confrontés. Par exemple, on peut montrer les initiatives réalisées par les bénéficiaires. Un autre élément important, c'est celui du développement de nouvelles matières premières. Alors, matières premières d'ordre immatériel, c'est celle du développement de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances qui se développent tant au niveau des bénéficiaires qu'au niveau des utilisateurs lambda issus de la société. Par exemple, comment réparer un frigo, vous allez avoir des personnes qui n'y connaissaient rien au départ, qui vont obtenir de nouvelles compétences, donc qui sont capables de réparer un réfrigérateur, un frigo si vous voulez, et après ils vont être capables de discuter avec un client ou du problème en question. Moi je suis un client, j'ai un problème avec mon frigo, je dis concrètement qu'est-ce que je peux faire, j'y connais rien. Et là, moi en tant que personne lambda, j'apprends des choses de la part d'une personne au départ qui était exclue par la société et qui a obtenu de nombreuses connaissances. Et enfin, on a de nouveaux débouchés. Alors on a deux formes de débouchés. On a un débouché, on va dire, standard, donc ça veut dire que je suis confronté je suis exclu par la société, j'ai de nouvelles compétences, j'ai confiance en moi, j'ai bénéficié de l'entrée de mes nouveaux amis, et cela me permet d'avoir un job normal. Voilà, au moins j'ai confiance en moi, je peux postuler pour un emploi. Mais on s'est rendu compte également qu'il y avait une autre forme d'emploi, des emplois qui sont créés à partir des handicaps ou des défaillances ou des faiblesses des personnes initialement exclues. Par exemple, les personnes qui sont autistes. Les personnes qui sont autistes sont dotées de certaines compétences en matière de concentration, sont capables d'avoir certains détails. Et donc, au lieu de les exclure directement et de considérer qu'ils ne sont pas capables de s'insérer, on va utiliser leur capacité à se concentrer pour faire du contrôle de qualité, par exemple, mais sur une tâche très spécifique. Voilà. Je vais revenir un petit peu, comme Romain vous a un petit peu dressé la photographie, revenir sur le film, le processus d'innovation sociale, comment on arrive justement à ces diverses formes d'innovation sociale qui apparaissent souvent en grappe. Donc je vais revenir sur ces trois composants, sur ces trois axes, les composants, les objectifs et les principes. Donc déjà, on a le contexte institutionnel, c'est la raison d'être même des innovations sociales. Elles nourrissent et influent la trajectoire de ces innovations sociales, puisque, comme on l'a vu dans la partie définition, leur objectif est justement d'apporter une réponse aux besoins de la société qui ne sont pas satisfaits. Donc ces innovateurs sociaux se nourrissent de ce contexte institutionnel qui, en retour, apporte à la fois des contraintes et habilitant et contraignant à la fois. Donc, pour donner un exemple d'évolution par rapport justement à ce contexte institutionnel, on est allé à Barcelone rencontrer une association qui s'appelle ACAF, l'association des communautés autofinancées, qui a connu un grand développement et qui initialement ciblait en fait les communautés immigrées en fait, qui ont beaucoup de problèmes pour accéder aux services bancaires. On a rencontré notamment un jeune immigré sénégalais qui, en arrivant, avait un travail, a bénéficié en fait à l'époque d'un programme d'immigration, donc c'était assez cadré, il avait un emploi, mais son souci c'était d'accéder en fait à des cours de catalan, parce que la langue c'est l'espagnol mais aussi le catalan. Et du coup, via ce groupe de financement, il a pu en fait payer ses frais d'inscription. Il a pu ensuite aussi se payer son billet pour retourner au Sénégal, visiter sa famille pendant les vacances. Donc en fait, c'est des groupes qui se constituent et qui permettent aux personnes d'épargner. C'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe des tontines en Afrique, mais amélioré, et ils ont développé autour un service informatique qui permet sa diffusion au niveau même international, puisque en Amérique du Sud, ils utilisent aussi cette plateforme-là. Apparemment, ça se développe aussi dans les pays de l'Est, je crois. Donc du coup, voilà, ça leur permet de mutualiser leur micro-épargne finalement et de se prêter entre eux pour réaliser ces types de projets, donc éducatifs, de vacances. Voilà. Donc au départ, c'était censé s'adresser plutôt aux personnes immigrées, et finalement, avec notamment l'effet de la crise et la difficulté d'accéder aux services bancaires pour
tout un chacun, on voit que des communautés, le service s'étend finalement à l'ensemble de la population. Autres composants, donc les acteurs eux-mêmes, les individus. Il y a une grande diversité en fait de personnes qui sont innovateurs sociaux. En fait, c'est souvent des groupes qui se constituent et qui proviennent de la société civile, du monde économique, du monde politique, et qui finalement en fait dépassent les frontières institutionnelles, vont à la rencontre des autres et se disent bon, ce problème il est en commun, il nous concerne tous, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et qui se mettent en marche. Il y a un effet réseau très important en fait dans le développement de l'innovation sociale, dès la conception, mais aussi pour justement développer, changer d'échelle. Par contre, une des difficultés qu'il peut y avoir, c'est que chaque acteur a ses objectifs prioritaires, ses enjeux particuliers. Donc là, après, c'est en lien aussi avec ce qu'on va voir plus tard, l'importance des modes de gouvernance dans ces organisations d'innovation sociale. Alors, le troisième composant, ce sont les ressources, bien sûr. Donc ici encore, on a une large combinaison de ressources, finalement, à la fois économiques, sociales, politiques, pour soutenir ces innovations sociales. Les principales sources sont quand même de nature entrepreneuriale, donc il y a souvent une activité économique, commerciale derrière, et des subventions publiques. Donc c'est souvent un mélange comme ça. C'est principalement des organisations à but non lucratif. Donc, leur but principal, c'est bien sûr de pourvoir aux besoins sociaux des personnes. Et les profits qui vont être générés vont être réinjectés dans le projet. Et comme Romain vient de le dire, il y a une partie essentielle des ressources qui vient de personnes, en fait, de choses assez inattendues, des personnes qui sont considérées par la société comme vulnérables, justement, présentant un handicap. Et finalement, le développement de ces innovations sociales va permettre de transformer cette vulnérabilité, ce handicap-là, en ressources, justement. Donc, Romain a cité l'exemple des personnes autistes en fait, qui travaillent notamment dans le contrôle qualité, mais aussi dans les nouvelles technologies, des choses comme ça. Et on a trouvé un autre cas aussi assez intéressant en Allemagne de personnes aveugles ou malvoyantes qui avaient cette capacité de détecter de façon très précoce les cancers du sein par palpation en fait, et qui apportaient un résultat même supérieur aux instruments assez pointus. Donc là aussi, à partir d'un handicap, voilà, les personnes aveugles devenaient aussi, permettaient de développer un service nouveau et plus efficace. Voilà. Et au regard de l'ensemble des éléments constituant l'innovation sociale, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux défis à prendre en compte, pas mal de limites, notamment en termes de cycle de vie de l'innovation sociale. C'est comme ça que nous l'avons intitulé. Est-ce qu'il n'y aurait pas des effets paradoxaux au fur et à mesure que l'innovation sociale se déploie et évolue? Parce que, comme on disait tout à l'heure, au départ, l'innovation sociale repose sur des initiatives avec des bénévoles, des personnes vulnérables, avec une structure associative par exemple, et on se rend compte qu'au fur et à mesure que le projet devient puissant, intéressant, reconnu, eh bien on va passer du bénévolat, il va être des critères de bénévole, à des critères d'une limite de professionnalisme, où limite je suis bénévole mais je dois avoir exactement les mêmes compétences qu'un professionnel, les mêmes connaissances managériales. Et en tant que bénévole, je vais travailler gratuitement à partir d'un certain moment. Donc ça veut dire que les critères d'exigence peuvent être les mêmes, au regard de la société, mais néanmoins en termes d'incitation, si je suis un entrepreneur qui fournit un service social ou si je suis un bénévole qui fournit un service social, tout devra être sur le même niveau, donc des compétences managériales. On a également, quand le projet devient super populaire, vraiment populaire, on a des subventions, mais au fur et à mesure, on cherche à trouver des partenaires, donc on est obligé d'avoir un portefeuille beaucoup plus important, ce qui veut dire qu'on doit avoir également les compétences pour gérer un tel budget, parce que si au départ on reposait uniquement sur des aides, on dirait c'est pas grave, on verra ça plus tard, et maintenant il faut rendre des comptes. Et pour rendre des comptes, il faut avoir des compétences très pointues pour éviter d'utiliser de l'argent dans tous les sens et après d'aller en prison par exemple. On a un autre élément, donc c'est une conséquence, c'est l'intensification des pressions de la part des bénévoles et des bénéficiaires.
Et donc ça veut dire que plus la société exige de la part de ces innovations, plus les bénévoles sont obligés de rendre des comptes. Et parfois certains décident d'abandonner parce que justement ils disent moi je ne vais pas faire ça gratuitement, j'ai suffisamment de choses à faire à la maison, j'ai suffisamment de choses à gérer dans mon travail auprès de mon employeur par exemple, donc je décide d'arrêter. Donc des fois vous avez des projets qui s'arrêtent parce que la pression est trop grande, même si l'intention de départ était bonne et tout à fait louable. Et également, l'autre élément important à prendre en compte, c'est l'accès au financement et la sous-estimation des besoins. Parce que parfois, on est bénévole, on s'investit, on pense qu'avec un certain budget, on va s'en sortir, et puis au moment, on rentre dans une spirale infernale où on se rend compte au final que les aides de départ n'étaient pas suffisantes et on abandonne. Donc, vous voyez bien, on se rend compte qu'il y a une sorte de cycle de vie de l'innovation sociale, où au départ, on part sur des projets très localisés, très spécifiques, et au fur et à mesure que le projet commence à croître, à gagner en robustesse, au fur et à mesure, les exigences vont se renforcer au point même de faire disparaître le projet. Voilà, au point même de faire disparaître le projet. C'est la raison pour laquelle, donc là on est au niveau de l'organisation, et on va regarder la manière dont les pressions se réalisent, on va regarder la manière dont les pressions extérieures vont venir influencer le processus d'innovation sociale. Donc on reprend les trois éléments que nous avions vus auparavant avec ce que disait Mélissa tout à l'heure. Donc il y a des tensions qui sont d'ordre économique, des tensions politiques, sociales, mais on a également ajouté les pressions au niveau des technologies disponibles. Parce qu'en fait ce sont des outils qui vont être utilisés pour faciliter ou non l'insertion des personnes exclues. Donc on commence rapidement pour les tensions s'exerçant à un niveau économique. Donc on s'est rendu compte, comme disait Mélissa tout à l'heure, que les crises économiques, les crises d'ordre conjoncturel, vont avoir une influence sur la constitution des objectifs de l'innovation sociale. Et même, il y a également des pressions d'ordre structurel. Par exemple, si on a du chômage de longue durée, si on a des problèmes de longue durée, si ça fait 20 ans que le problème existe, eh bien, il s'avère que vous avez des innovations d'ordre social qui sont toujours là, qui continuent à vivre, tant que le problème n'est pas résolu. Je pense au Resto du Cœur, par exemple, des exemples comme ça, au départ, qui restent dans le temps, et on ne sait plus exactement, on regarde de sa grandeur, de sa robustesse, si c'est encore une innovation sociale. Ensuite, en termes de politique, on a les pouvoirs publics qui viennent influencer les trajectoires, puisque les pouvoirs publics sont là pour imposer des objectifs sur le long terme, et aussi les pouvoirs publics font des réformes au niveau de la sécurité sociale. Donc si au départ, l'État s'investissait énormément pour aider les personnes exclues, au regard du trou de la Sécu par exemple, il y a certaines responsabilités auxquelles l'État va se désengager, et c'est les innovateurs sociaux qui vont prendre le relais. Et enfin, et dès lors, on peut avoir une inadéquation entre les objectifs des innovateurs sociaux et les objectifs des pouvoirs publics, la gouvernance politique. Ce qui va renvoyer après aux questions dédiées aux arbitrages. En termes d'enjeux sociaux, tout va dépendre du contexte, bien évidemment. Vous avez certains pays où le vieillissement va être un enjeu prioritaire, l'exclusion des jeunes par exemple également. En Espagne, ou en Grèce, vous avez l'exclusion des jeunes, un taux de chômage très important. Les populations vieillissantes comme en Allemagne par exemple, les immigrés comme on voit actuellement à travers les médias avec la Syrie, que sais-je encore, avec les flux migratoires. Et vous avez également les personnes qui sont victimes de précarisation, donc c'est-à-dire les personnes qui sont au chômage par exemple de longue durée, des gens qui sont à la rue depuis très longtemps, c'est des problèmes qui sont connus et on a parfois tendance à laisser de côté. Et enfin, on doit observer également les pressions exercées par les technologies disponibles, en l'occurrence les technologies de l'information et de la communication. Et on se rend compte au final que ce n'est pas parce qu'on utilise tout le temps de l'informatique, des logiciels, etc., qu'on va forcément faire de l'innovation sociale. Au contraire, il y a un arbitrage à faire, comme on va le voir tout à l'heure, entre un usage modéré dans les technologies et un accompagnement également modéré. Donc on a toujours besoin de quelqu'un pour accompagner. Si on délaisse les gens dans un coin avec un ordinateur, on ne s'en sortira pas. Et parfois, si on laisse des personnes avec un pédagogue ou avec un enseignant, ça ne suffit pas. Il faut trouver le juste milieu. Voilà, et donc dès lors, il faut trouver un juste milieu, et cela renvoie bien évidemment à un ensemble d'arbitrages et de discussions au regard de l'ensemble de ces critères. Forcément, comme il y a toujours les enjeux sont imbriqués en fait, il y a des arbitrages à faire, notamment en termes d'efficacité économique versus efficacité sociale. Ça, c'est vraiment une tension qu'on retrouve dans quasiment toutes les innovations sociales. Parfois aussi des tensions entre les attentes de la société civile et finalement des priorités politiques. Il y a vraiment une injonction importante à innover socialement dans certaines
direction. Nous, on l'a même vécu dans ce projet-là, même en fait, finalement, où il y a des termes qui sont employés qui ne correspondaient pas forcément à notre façon d'appréhender les choses. Et on rejoint ce que disait la personne précédente. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut négocier pied à pied. Alors, les personnes sont plus ou moins armées pour négocier là-dessus et être dans l'expérimentation, ouvrir la recherche. Mais il y a des commandes fortes et des a priori importants des institutions, que ça soit au niveau européen ou au niveau local. Ensuite, comme tu le disais, des arbitrages aussi entre usage de la technologie sans perte non plus du rapport humain. Et bien sûr, prioriser les cibles, parce que c'était aussi un petit peu toute la question autour de ce projet. Comme on vous l'a montré, on avait 4 publics cibles, ce que la Commission européenne appelle ça, des personnes vulnérables cibles, mais finalement, souvent c'est imbriqué, comment on fait, et puis c'est en ricochet. Et donc les innovateurs sociaux sont aussi confrontés à ça, finalement. Donc on va passer à présent au principe, on va bientôt terminer, sur les principes de l'innovation sociale, donc qui est bien décomposé, comme on l'a vu tout à l'heure, en processus, en efficience, efficacité, les modèles économiques et les modes de gouvernance. Donc pour être rapide, on s'est rendu compte en termes de processus qu'il va y avoir une dualité entre ceux qui vont coopérer, reposer leur projet sur de la confiance et de la solidarité, et ceux qui ont un objectif de profit. Voilà. Donc au départ, on peut partir du principe qu'on est tous confrontés au même problème, on travaille ensemble, mais néanmoins, au fur et à mesure que le projet se développe, et il y en a qui vont avoir une perspective en termes de profit, d'autres qui vont rester sur l'objectif initial. Le projet ACAF, par exemple, pour faire très rapidement, ils étaient 2 à développer un projet. Notre collègue sénégalais, dont Mélissa parlait, est resté dans le projet et gère à présent le projet innovant. Néanmoins, son collaborateur s'est rendu compte qu'on pouvait se faire de l'argent, donc il est parti aux États-Unis pour développer son business. Donc il y a une séparation entre la coopération et du coup les deux ne se parlent plus. Voilà, c'est tout simple. Par exemple, on a constaté en termes de processus qu'il n'y a pas véritablement de méthode miracle. Ça repose en grande partie sur du bricolage institutionnel, du pragmatisme, gestion en temps réel. En termes d'efficience et d'efficacité, comme dans toute structure, les défaillants, généralement, quand le projet se confronte à des défaillances, elle disparaît. Lorsque le projet est résilient, se résiste, c'est lorsque, généralement, vous avez des nouvelles compétences qui viennent, il y a un réseau assez fort qui soutient le projet. En termes de modèles économiques, on constate une grande diversité de modèles. Il n'y a pas de solution miracle. Et voire même, on constate qu'en termes de forme organisationnelle, on peut avoir des associations qui ne peuvent pas avoir suffisamment de pouvoir sur un territoire. Donc ce qu'elles vont faire, ces associations, elles vont rester associations, mais elles vont se diversifier elles vont avoir d'autres formes juridiques pour développer leurs activités commerciales. Et également, un autre élément important en termes de gouvernance, c'est que c'est assez varié. On a des structures où c'est fondé sur le leadership individuel, donc un gars charismatique qu'on voit souvent dans les journaux, lui il a développé une idée, etc. Donc c'est génial, c'est le référent. Et parfois, c'est une structure organisationnelle qui se base sur du coopératif, donc il n'y a pas de hiérarchie qui se dessine. Donc pour vous donner un exemple justement d'une démarche plutôt proactive, donc qui anticipe finalement des demandes de la société civile, c'est le cas de My Society qui développe des applications et des sites internet au service des citoyens et au service de la démocratie. Donc, il crée des applications comme par exemple Fix My Street qui permet à des voisins d'identifier des problèmes qu'ils rencontrent dans leur rue, je ne sais pas, un problème d'éclairage, et de le résoudre eux-mêmes. Donc, sans passer par justement tout un tas de bureaucratie. Donc, ça rapproche aussi ici les institutions politiques et les citoyens et apporte concrètement des solutions. Alors, je peux le faire. On n'a pas le même document ? D'accord. Bon, vous terminez donc en termes de défis, parce qu'à chaque fois, on vous présente une situation, on vous explique les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est qu'on constate qu'on n'a pas toujours une forme juridique adaptée. Il y a peu d'instruments de mesure, concrètement, sur la manière dont on peut gérer, piloter le projet innovant, à l'échelle européenne, mais évidemment.
En termes de diffusion, on se rend compte que parfois on a un développement, certes, mais on a un risque d'éloignement avec la mission initiale, l'objectif initial. Je vous disais au départ, aider les personnes en difficulté. Au bout d'un moment, il y a une quête de profit. Pour le moment, le projet est dénaturé. Dès lors, où s'arrête l'innovation sociale et bien évidemment, on constate que l'innovation sociale fait l'objet de nombreuses pressions de la part des pouvoirs publics, et ce qui veut dire également que même si les pouvoirs publics doivent se projeter dans l'avenir et de dire que l'innovation sociale vont permettre de résoudre des problèmes futurs, il faut également que les pouvoirs publics regardent le potentiel existant et intègrent et il faut que les pouvoirs publics fassent participer les projets qui existent déjà. Donc, pour terminer, on nous propose quelques pistes de développement. Il faut ouvrir le dialogue avec les gatekeepers. Donc, en fait, les gatekeepers, ce sont les agents de la société qui résistent encore au déploiement des innovations sociales. Mais également, il ne faut pas hésiter, il faut que les innovations sociales n'hésitent pas à travailler avec le monde académique, parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant nos entretiens, que généralement ils étaient souvent exclus du monde académique, donc on ne pouvait pas leur fournir des billes ou les aider à se renforcer ou les aider à avoir une visibilité à moyen voire long terme. Et enfin, pour les pouvoirs publics, il ne faut pas que ces pouvoirs publics hésitent à prendre en compte l'existant, donc le potentiel local, de manière à ne pas rêver dans l'avenir, déjà s'imaginer comment serait l'avenir et oublier ceux qui sont déjà en train de développer leurs projets, qui se sentiraient un peu délaissés. Voilà, donc on vous remercie de votre attention et puis de nous avoir consacré 40 minutes. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup pour nous avoir éclairé un peu sur qu'est-ce qu'on met dans la boîte d'innovation sociale. Ça donne un peu des exemples. Donc voilà, le micro est ouvert pour les questions. Merci, j'ai une question. Là, je suis sur votre site et je cherche à savoir, c'est trop rapide donc je n'ai pas pris le temps d'explorer. Comme c'est très vaste et que vous avez plusieurs aires géographiques d'ailleurs identifiées, c'est vrai que là, vous ne pouviez pas en 40 minutes nous faire un détail, en plus avec 12 institutions, etc. Je comprends bien. Et du coup, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des aperçus sur les dynamiques aussi entre les zones culturelles, les aires régionales, comment ça se nourrit, est-ce que par rapport au contexte, dans les PECO, comment ça s'implante différemment, etc. Et ça, j'imagine que c'est ça sera où c'est en cours de publication. Exactement. Parce que les monographies, par exemple, que vous avez mentionnées, il y a possibilité d'avoir accès au moins, peut-être pas à tout, mais j'imagine que c'est vos données. Alors, les monographies, elles ne sont pas en ligne. On les garde parce que c'est confidentiel, mais au fur et à mesure du temps, on va alimenter la base de données monographie avec d'autres entretiens, dans la mesure où là, on faisait un recueil de données, mais ensuite, on va faire participer les parties prenantes et après, on va tout compiler pour passer de l'existant à l'exploratoire. Voilà, donc les entretiens ne sont pour le moment pas disponibles. Peut-être à la fin du projet, peut-être à la fin du projet, mais pour le moment, on les utilise, on les remodifie un peu, on les remet à jour. Voilà. Il y a des rapports qui sont téléchargeables en ligne en fait et qui font des zooms en fait sur certaines. Voilà. Vous n'aurez pas toute la monographie. Celle-là, ça m'étonnerait qu'elle soit en ligne, mais diffusée telle quelle. Mais voilà. Alors, et aussi, il ne faut absolument pas oublier, étant donné que c'est un projet européen et qu'il y a de nombreux pays et différentes cultures et différentes langues, l'un de nous des challenges auxquels on a été confrontés, c'était de faire des entretiens avec des personnes qui n'avaient pas la même langue que nous. Alors nous, bon, évidemment, on peut maîtriser l'espagnol, mais quand on commence à aller dans les pays de l'Est, moi je ne maîtrise pas le croate, je ne maîtrise pas le slovaque. Donc on avait généralement nos collaborateurs des 12 institutions qui allaient sur le terrain faire les entretiens qu'on leur avait demandé de faire. Sauf qu'ils n'ont pas fait le travail de traduction, ils l'ont dans leur langue locale pour le moment. Donc je pense qu'à la fin, il y aura un gros travail de traduction sur les monographies. Et voilà, ça c'est à moyen terme. À court terme, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas encore les mettre en ligne. Il faut avoir des documents qui sont harmonisés. Après, lorsque vous nous disiez quelles sont les différences entre un pays et la zone, par exemple, pays de l'Est et les pays méditerranéens, je vais prendre cet exemple-là, les pays de l'Est. En fait, on s'est rendu compte que dans les pays de l'Est, c'était quand même un peu particulier parce que le contexte institutionnel n'est pas stabilisé.
déjà, le socle n'est pas stabilisé. On marche un peu sur des œufs parce que c'est des pays qui sont en transition, des anciens pays de l'ex-bloc soviétique. Donc, c'est des pays qui sont en train de reconfigurer leur système institutionnel en prenant différents modèles, en s'inspirant du modèle anglo-saxon, en s'inspirant du modèle français, en s'inspirant du modèle scandinave. Donc, déjà, on n'a pas un socle solide. Donc, en même temps que les pouvoirs publics sont en train de changer, eh bien, vous avez des innovateurs sociaux qui sont en train de changer également ou sont en train d'innover en même temps. Donc, si vous voyez, vous avez deux dynamiques en même temps qui font comme ça, alors qu'en France, par exemple, les problèmes, on les connaît depuis très longtemps, les institutions sont stabilisées. Donc, on a un modèle, on a une référence quand on est en France, par exemple. Alors, c'est très intéressant parce que notamment dans les pays de l'Est, on a des choses qui apparaissent qu'on ne connaissait pas auparavant parce que comme il n'y a pas de cadre, ben, tout le monde fait tout n'importe quoi, donc on a des sujets super intéressants. Je parle de l'exemple des Roms. Ben, les Roms sont exclus, les femmes roms en l'occurrence, les femmes battues. Eh bien, dans les pays de l'Est, il y a des projets qui les mettent en valeur, mais surtout les femmes, les petites communautés. Alors que, sans a priori, par exemple. Alors que dans d'autres pays, le fait d'insérer différentes communautés issues de l'immigration, ça peut avoir un effet un peu négatif de la part de la société. On dit, on les aide, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que dans les pays méditerranéens, tels que l'Espagne, c'est des pays qui ont cherché à se développer économiquement assez rapidement à partir des années 1980-1990 et qui se sont dotés d'outils, on va dire, d'outils économiques qui ont fait générer la crise des années 2000. Et il se passe en fait que les pouvoirs publics n'arrivent plus trop à intervenir, n'arrivent plus trop à résoudre le problème social. Et en fait, ce sont les régions, comme la Catalogne, qui sont obligées de prendre en main le contexte socio-économique difficile. Donc là, vous commencez à avoir des grandes différences non plus nationales, mais des différences régionales, où vous avez la Catalogne qui est relativement résistante, qui trouve des solutions, alors que dans d'autres régions, dans la région de Madrid ou dans le Pays Basque, ils ont plus de moyens aussi. Ils ont plus de moyens. Et donc là, on se rend compte que vous avez effectivement des régions qui s'appauvrissent plus que les autres et les pouvoirs publics au niveau national n'arrivent pas à résoudre. Donc vous avez des États qui centralisent plus, d'autres qui centralisent moins le pouvoir et des régions qui sont plus riches que d'autres, donc qui répondent plus facilement aux enjeux. Les Scandinaves, par exemple, centralisent plus. Vous avez un État-providence qui est très présent, donc généralement, c'est au plus haut de la hiérarchie que les enjeux sociaux vont se résoudre et vous avez un vrai investissement de la part des pouvoirs publics. En revanche, en Espagne, c'est les régions qui vont gérer leur tambouille, et d'un autre côté, dans les pays de l'Est, c'est un mélange, c'est un melting pot, si vous voulez, c'est un patchwork de plein de choses. Et voilà. Mais néanmoins, quand on a fait ce travail d'échantillonnage, quand on a analysé, on a quand même réussi à retrouver ces grandes tendances, cette photographie, cette typologie d'innovation sociale avec des marqueurs. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait des liens entre justement ces zones géographiques aussi. Non, c'est qu'en fait, il y a un effet... effectivement, la difficulté aussi, c'est que c'est pour l'Union européenne, donc institution, donc il y a un effet surplombant aussi qui peut écraser les caractéristiques plus locales. Et du coup, là, j'imagine que vous l'avez dit d'ailleurs, une des difficultés, c'est de faire émerger vraiment les caractéristiques des différents terrains. Ouais. Et c'est vrai que là, dans les 40 minutes, on n'a pas le temps de les voir toutes sortir, quoi. Et par contre, du coup, ce que vous disiez, pardon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais sur les régions, vous disiez, l'Espagne, effectivement, ça fonctionne comme ça depuis très longtemps, c'est lié à son histoire, mais je pensais que, d'après votre discours, on a l'impression que ça gêne peut-être au niveau européen, alors que j'avais l'impression qu'avec l'Europe des régions, ça favorisait plutôt des regroupements qui seraient justement plus au niveau des États seulement. Alors je pense qu'au niveau... Alors peut-être que je me suis mal exprimé, je pense qu'au niveau européen, je pense que ça pose, c'est pas dérangeant au niveau européen. Je pense qu'après, c'est au niveau national. Je pense que ça se gère parce que c'est la manière dont les pouvoirs se concentrent. Est-ce que c'est dirigé uniquement par Paris? C'est Paris qui doit résoudre, c'est Paris qui doit redistribuer différents droits, différentes allocations aux innovateurs sociaux, ou est-ce que c'est aux régions d'avoir de plus en plus d'autonomie? Est-ce que c'est aux régions de répondre aux enjeux locaux? Ou est-ce que c'est à l'État de résoudre les enjeux locaux, par exemple? Et c'est tout le problème, et c'est un des enjeux aussi de ce projet-là, et c'est pour ça qu'on a découpé en zone géographique, c'est que je pense qu'il y a quand même une volonté de la Commission européenne, même si elle a quand même une feuille de route déjà très bien tracée, si on a eu cette approche très inductive, c'est aussi de s'adapter justement aux spécificités et de mettre en exergue toutes ces spécificités-là. Donc je pense pas, au contraire, c'est ce qu'elle cherche à comprendre.
en faisant appel à nous. Ouais, parce que l'Union européenne est bien consciente qu'il y a différents modes de développement, différentes formes institutionnelles, différentes formes d'État-providence, et la Commission européenne veut comprendre surtout ce qu'elle doit faire au regard de cette diversité. En regard de la complexité de telle ou telle région, en regard de la redistribution des financements, des budgets, en disant tiens, est-ce que les pays scandinaves ont-ils plus besoin d'argent que les pays de l'Est pour pouvoir développer des innovations sociales? Est-ce qu'il faut plus soutenir telle ou telle région? Disons que la Commission européenne veut voir la manière dont les cartes doivent être redistribuées. On a tout un work package qui est dédié justement au dialogue avec les politiques publiques. Donc nos partenaires en fait mènent durant tout le projet, durant 3 ans, des petits groupes locaux de discussion avec les acteurs de la politique publique dans différentes zones. Donc il y a vraiment ce dialogue, c'est des allers-retours permanents en fait dans ce projet. Ouais. Je pense que là où il y a un vrai enjeu, c'est le passage des objectifs de la Commission, de l'Union européenne et les objectifs nationaux qui se répercutent plus ou moins bien au niveau local. C'est ce millefeuille un peu administratif qui fait que parfois il y a des choses qui ne passent pas, il y a un filtre. Et voilà, quid de l'autonomie des régions par exemple, qui doit faire quoi? Quid des responsabilités de chacun? Si l'État se désengage, est-ce que c'est à l'État de se réengager ou est-ce que c'est aux régions de prendre le relais? Donc ça veut dire que les régions doivent trouver des financements, doivent trouver des moyens d'un autre côté. Mais si on est une région comme la Champagne-Ardenne, qui encore existe, maintenant non, la région Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, tout ce que vous voulez, il y a encore du bricolage. Il y a encore bricoler pour trouver la situation la plus adaptée. Et en plus, quand je pense en Champagne-Ardenne, la population ne cesse de vieillir, il y a des enjeux démographiques, les jeunes peuvent quitter la région pour trouver du travail ailleurs. Vous avez des régions qui sont moins dynamiques que d'autres. Donc du coup, si l'État ne s'investit pas assez, c'est aux régions de trouver leurs propres moyens de financement et ça pose un vrai problème en termes de redistribution des revenus, des impôts, etc. Voilà. Donc on voit bien, je veux dire, la quand on fait du design, quand on fait l'innovation sociale, on a certes les clés en main, on sait à peu près ce qu'on peut faire, mais concrètement, il faut que les pouvoirs publics également soutiennent. Sinon, c'est pas viable. Alors, d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, merci pour cet éclairage. Je voulais justement un peu en liaison avec la question précédente, enfin les questions précédentes, j'aimerais revenir justement sur cette question du millefeuille dont vous parlez. Je me demandais, il y a effectivement, c'est une étude, c'est une recherche, et en fait, comment, c'est-à-dire qui décide en fait de ce qui va être mis en place, comment l'argent va être réparti, enfin, je veux dire, dans quelle mesure est-ce que là aussi, peut-être, vous contribuez à aider, à réfléchir, à orienter peut-être effectivement certains choix politiques. D'accord. Et du coup, économique aussi, bien enfin, sûr. je veux dire, Ouais. bien sûr. Il y a tout un work package là-dessus, c'est un des 4 axes en fait. Le développement d'outils, justement, d'instruments et de méthodes aussi au service des pouvoirs publics. Donc ça c'est en cours en fait. Nous, à Neuma, on n'est pas directement impliqués là-dedans. On a dans nos équipes, puisque nous, on est donc Romain est économiste, moi je suis gestionnaire, mais on a des personnes qui sont spécialistes de la politique publique, qui travaillent là-dessus. Donc il y a ce dialogue déjà qui est en permanence avec vraiment toutes les strates justement de ce millefeuille. Ils invitent des personnes qui travaillent sur cette notion d'innovation sociale sans trop savoir justement comment faire dans tous les pays de l'Union européenne. Donc c'est en cours et on espère évidemment que ça va avoir un impact et que ça ne va pas rester au stade qu'on vous a présenté de la définition un peu conceptuelle, de la cartographie, de la typologie. On espère vraiment qu'on pourra développer, mais c'est en cours. Ouais. Voilà. C'est la dernière année justement, on terminera en janvier 2017. Parce que en fait, ce qui me frappe dans ce projet, la manière dont vous le présentez, et puis d'autres projets aussi, liés à effectivement
la revitalisation voilà, de certaines initiatives locales ou bien le développement aussi, effectivement prendre en compte tout ce que vous avez listé. On a l'impression qu'il y a une sorte de complexité et il y a, je veux dire aussi, il y a effectivement beaucoup de management, beaucoup de gestion, beaucoup d'opacité aussi, justement, hein, de la première couche du millefeuille à la dernière couche du millefeuille. Et que du coup, c'est peut-être, je me dis d'un point de vue aussi, c'est une question que je me pose d'un point de vue purement économique aussi, c'est-à-dire les sous qui sont mis à disposition éventuellement, je veux dire, est-ce qu'ils arrivent bien jusqu'à la dernière couche du millefeuille, c'est-à-dire est-ce que vraiment ça retombe sur le terrain local, est-ce que effectivement les acteurs sociaux, pardon, monsieur et madame tout le monde, on va dire plutôt, hein, voilà, dans quelle mesure est-ce que vraiment ils en bénéficient et dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déconnexion entre effectivement une forme de théorisation de toute cette, on va dire, de ce langage, ce jargon, ces nouvelles théories, etc. Voilà, personnellement, j'ai un peu enfin, je suis un petit peu sceptique parfois en fait sur, on va dire. Voilà, la concrétisation et puis la dimension effectivement sociale de l'innovation. Sociale. Voilà, c'est-à-dire j'ai l'impression que ça reste, parfois peut-être un peu en rade en fait, dans tout le développement et dans tous les bons sentiments et dans tous les faits aussi un peu on va dire un peu de tendance aussi. Lié à cette question, cette thématique de l'innovation sociale. C'est-à-dire on peut se poser la question, pourquoi est-ce que du coup cette innovation devient sociale? Pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante? Donc il y a aussi, au-delà du social, il y a aussi quand même un aspect commercial, un aspect économique, etc. Et il me semble que, voilà, beaucoup d'acteurs autour de ça, il y a un peu une sorte de langue de bois, en fait, autour de ça. C'est-à-dire qu'on dit des choses, mais on ne dit pas tout. Hein. Donc voilà. Après, la question est, du coup, ça nous renvoie effectivement aux politiques d'attribution, de réflexion de la communauté européenne, c'est-à-dire comment, voilà, tout ça, enfin l'Union européenne, comment tout ça, effectivement, reste proche des individus, finalement. Enfin, toutes ces décisions apparemment sociales, on va dire. Voilà. Donc c'est plus une sorte de réflexion, des questions que je me pose. Il n'y a peut-être pas de réponse. Si je me souviens bien, quand le projet est apparu, il y a bien, c'est les fondements, c'est quand même un petit peu pas orienté, mais on veut dire qu'il y a quand même, on veut comprendre les fondements économiques de l'innovation sociale pour savoir concrètement quand l'Union européenne donne de l'argent, concrètement combien ça peut rapporter à moyen terme. Et il y a quand même cet objectif-là, notamment la réinsertion via le travail. La réinsertion, on considère que le marché du travail, c'est ça qui va permettre de rétablir l'équilibre du bien-être social, par exemple. Ça c'est effectivement une demande institutionnelle. Bon. Il y a cette pression à innover, en fait, alors qu'il y a parfois des choses qui sont déjà existantes et qui ont du mal à accéder à ces financements publics, parce qu'on accole cette nouvelle étiquette, effectivement, d'innovation sociale, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un peu tendance, et des actions qui sont oubliées. Et ça, on a essayé de le souligner aussi dans notre rapport. Après, le problématique de la traçabilité, c'est que souvent, c'est assez intangible et on manque de mesures, d'instruments pour mesurer. Ouais. Il y a des choses qui sont absolument... On a découvert des choses absolument fabuleuses qui sont faites, mais comment on mesure le fait que les personnes prennent confiance en elles? C'est une richesse absolument incalculable, mais du coup, c'est difficile de développer des indicateurs. Alors, il y a des essais, c'est toujours assez imparfait. Donc on demande, il y a certains bricolages, voilà, certains outils, on veut dire par exemple combien peut rapporter, j'utilise des termes économiques bien forts, combien peut rapporter une personne exclue et combien, la réinsertion de quelqu'un qui est exclu, combien ça peut rapporter à la société. En fait, vous avez un projet, une association qui décide de faire de la réinsertion par le travail, et puis après ils font un calcul, ils disent voilà, il y a 10 personnes qui n'ont pas travaillé depuis 10 ans, on les forme, et ces gens-là ensuite ils ont un emploi, et en gros c'est une économie réalisée en termes de subventions. Tu vois là, la région elle donne tant,
au final, si ces personnes-là ont été réinsérées, on sait la richesse que ces gens-là vont obtenir par la suite. C'est par des soustractions, c'est par des méthodes un peu arbitraires, en fait, des méthodes, c'est du vrai bricolage. Parce que là, je pars uniquement du principe de l'insertion c'est des outils en ressources humaines. Mais concrètement, j'imagine bien les gens au conseil régional de la grande région se dire tiens, on donne 1 million ou 15 millions, 20 millions d'euros pour les projets innovants en innovation sociale, mais concrètement, combien ça nous rapporte ? On va dire on verra. Puis généralement, il y a beaucoup de projets qui disparaissent en cours de route parce que justement, il n'y a pas les compétences nécessaires pour gérer le projet, pour gérer le budget. Il y a un réseau qui ne se fait pas, il y en a qui bloquent, il y a des verrous qui se constituent. Donc effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, on peut partir de bonne volonté. On pense que l'innovation sociale par exemple, va tout résoudre, mais au final, une fois qu'on est sur le terrain, on rame, même si on a de l'argent. Hein. Même s'il y a de l'argent, etc., voilà. Donc souvent, évidemment, les projets disparaissent et ça donne une mauvaise image parce que dit, tiens, dès que je donne de l'argent, le projet se casse la figure, donc c'est de l'argent de gaspillé. Pas forcément. Peut-être qu'au lieu au lieu de créer des milliards d'euros, on a peut-être réussi à faire embaucher une vingtaine de personnes, j'en sais rien. Donc après, effectivement, c'est des conventions, c'est des normes, c'est des critères à fixer, non pas d'un point de vue purement économique, mais d'un point de vue politique. Sur un territoire, c'est concrètement qu'est-ce qu'on veut sur un territoire ? Est-ce qu'on veut une région plus riche ou est-ce qu'on veut des gens moins pauvres ou qui s'insèrent mieux sur le territoire ? Parce qu'on sait qu'il vaut mieux avoir des gens qui travaillent, qui créent de la richesse sur un territoire que des gens qui quittent le territoire et que les pauvres gens restent. Après, c'est une stratégie politique, donc on voit bien que, contrairement à l'innovation standard où c'est le marché qui va dicter ses règles, l'innovation sociale, pour être viable, a certes besoin d'une viabilité économique et surtout d'une gouvernance politique, avec les parties prenantes, société civile, etc. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas donner les clés à n'importe qui. Je vous donne les clés, peut-être une innovation sociale, vous allez résoudre nos problèmes. Non, ça se fait ensemble. C'est systémique, c'est complexe. Donc la décision de l'un va influencer la décision de l'autre. Donc s'il faut trouver une situation d'équilibre, autant le faire autour d'un projet commun de développement. Voilà. C'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi en termes de grappe. En quoi mon innovation va s'insérer dans d'autres formes d'innovation de manière à créer un projet solide. Non pas avoir un petit bout comme ça qui va fonctionner pendant 5 ans, puis après il va disparaître, puis on va repasser à un autre. Non, il faut que ça reste dans le temps, il faut structurer. Mais évidemment, ça on ne peut pas le faire seul. Donc j'imagine bien le designer, par exemple, qui a cette approche, qui doit interpréter le millefeuille. Il est positionné là, il doit résoudre un problème, puis au fur et à mesure du temps, il va devoir intégrer les exigences économiques, les exigences politiques, les anticipations en termes de réglementation. Donc je peux comprendre un petit peu le problème auquel nous sommes tous confrontés en tant que chercheurs, ou même en tant que designer quand vous travaillez dans des entreprises, par exemple. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question ? On va pouvoir faire une petite pause. Merci encore de votre présentation et de la source d'information. Merci. Et simplement, donc